Appelez un Uber si vous pouvez. M'a lancé ma femme après m'avoir abandonné en Amérique du Sud sans téléphone. Alors, j'ai vendu notre maison et j'ai construit un dossier juridique pendant qu'elle se débattrait seule. Appelez un Uber si vous pouvez. Les mots griffonnés à la hâte sur ce mot se moquaient de moi alors que je restais debout sous le soleil brûlant d'Amérique du Sud. Mon ombre s'étirait sur l'emplacement de parking vide où notre camping-car se trouvait encore 10 minutes plus tôt. 10 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma vie s'effondre totalement. Nous planifions ce voyage depuis des années, une aventure de 3 mois à travers l'Amérique du Sud dans un camping-car de location, des vacances de rêve pour raviver notre mariage après 15 ans de vie commune. Du moins, c'est ce que je croyais. Alors que je serrais le mot froissé dans ma main tremblante, la réalité de mon abandon pur et simple dans un pays étranger a commencé à s'imposer à moi. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré en tapotant frénétiquement mes poches. Mon passeport était en sécurité dans mon portefeuille, Dieu merci, mais mon téléphone avait disparu. Il était resté en charge dans le camping-car, avec tout ce que je possédais. Je m'étais littéralement éloigné 5 minutes pour aller aux toilettes et acheter une bouteille d'eau dans la petite supérette. J'ai regardé autour de moi, désespéré. Nous nous étions arrêtés dans une petite ville dont je ne me rappelais même pas le nom. Les rues poussiéreuses étaient bordées de bâtiments colorés, et les habitants vaquaient à leurs occupations, totalement inconscients que mon monde venait de s'écrouler. Je ne parlais pas un mot d'espagnol, à part « gracia » et « por favor ». La panique est montée en moi comme un raz-de-marée. « Excusez-moi », ai-je dit au commerçant en pointant du doigt l'emplacement vide. Ma femme, mon camping-car y sont partis. Le jeune homme m'a regardé avec une expression vide. J'ai mimé la conduite avec mes mains, vous avez vu? Un gros véhicule. Une femme au volant? Ses yeux se sont légèrement écarquillés, signe qu'il comprenait, mais sa réponse fut un torrent d'espagnol que je ne pouvais absolument pas saisir. La chaleur devenait insupportable, mais la réalité froide de ma situation était pire, pas de téléphone, pas de moyen de transport, aucune façon de communiquer efficacement, et seulement $80 en poche. Le reste de notre argent se trouvait sur un compte de voyage accessible via, vous l'aurez deviné, mon téléphone. Je me suis affaissé sur le trottoir, essayant de réfléchir à travers ce brouillard de trahison et de choc. Pourquoi m'aurait-elle fait ça? Nous nous étions disputés la veille sur l'itinéraire à suivre, et les tensions s'étaient accumulées tout au long du voyage, mais cela? C'était plus que cruel, c'était calculé. Elle a dû le planifier, attendant le moment parfait pour me laisser en plan. Alors que le choc initial commençait à retomber, quelque chose s'est durci en moi. Je n'allais pas être une victime. J'avais un portefeuille avec un peu d'argent et mes cartes bancaires, j'avais mon passeport. Je n'étais pas totalement impuissant et, surtout, j'avais quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas, une capacité surprenante à m'adapter aux situations de crise. La priorité, c'était de rejoindre une grande ville où j'aurais plus de chances de trouver de l'aide. Je suis retourné dans la boutique et j'ai pointé le téléphone prépayé le moins cher qu'ils avaient en rayon. C'était un modèle basique, rien à voir avec mon smartphone, mais ça ferait l'affaire. J'ai déboursé $30 précieux, il ne m'en restait plus que 50. Ensuite, il me fallait un moyen de transport. Sur mon nouveau téléphone, j'ai ouvert une carte approximative de la région grâce à sa fonction Internet rudimentaire. Selon celle-ci, nous étions à environ 65 km d'une grande ville. Je suis sorti et j'ai repéré un arrêt de bus de l'autre côté de la rue avec un horaire décrépit. À force de gestes, de sourires pitoyables et des quelques mots d'espagnol que je connaissais, j'ai réussi à confirmer avec une habitante qu'un bus passerait dans 20 minutes en direction de la ville. En attendant, la blessure initiale a commencé à se transformer en autre chose, de la détermination. Elle pensait m'avoir laissé impuissant, abandonné comme un chien sur le bord de la route. Appelez un Uber si vous pouvez. Ces mots moqueurs tournaient en boucle dans ma tête. Eh bien, je ferais bien plus que d'appeler un Uber. Je trouverais le chemin du retour, et quand je serais là-bas, elle découvrirait exactement ce qui arrive quand on trahit quelqu'un qui a toujours été fidèle, quelqu'un qui aurait tout fait pour vous. Le bus est apparu à l'horizon, traînant un nuage de poussière derrière lui. Au moment où il s'est arrêté, j'ai jeté un dernier regard à l'endroit où notre camping-car avait été, là où les 15 dernières années de ma vie s'étaient évaporées en un instant. Je suis monté dans le bus avec seulement un téléphone bon marché, $50 et une promesse, ce n'était pas fini. Loin de là.
Le bus cahotait sur la route poussiéreuse, chaque kilomètre m'éloignait de mon lieu d'abandon mais me rapprochait de ce qui ressemblait à la civilisation. Mes compagnons de voyage me jetaient parfois des regards, un Américain débraillait serrant son téléphone bon marché comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. À bien des égards, c'en était une. À mesure que le paysage passait des villages ruraux aux zones plus développées, je me suis concentré sur mon plan. La ville, selon une carte touristique trouvée sous mon siège, abritait un consulat américain, ce serait ma première destination. J'ai répété ce que j'allais dire, comment j'expliquerais cette situation extraordinaire sans paraître totalement dérangé. Le bus s'est enfin arrêté dans un terminal grouillant de monde, entre les vendeurs ambulants et les taxis en attente. J'en suis descendu, immédiatement submergé par la cacophonie. Un sentiment de vulnérabilité m'a envahi, je faisais tâche et mon ignorance de l'espagnol faisait de moi une cible facile. Consulat américain, ai-je demandé à un chauffeur de taxi en montrant mon passeport. Il a hoché vigoureusement la tête et m'a annoncé un prix excessif, mais je n'avais aucun levier pour négocier. Le trajet à travers la ville congestionnée m'a laissé le temps de rassembler mes idées. Je devais contacter ma banque, annuler les comptes joints et sécuriser les fonds disponibles avant qu'elle ne vide tout. Le consulat était un bâtiment moderne entouré de mesures de sécurité strictes. Après avoir expliqué ma situation à l'entrée, j'ai été escorté à l'intérieur et assis face à une consule qui me regardait avec un mélange de pitié et de scepticisme. Votre femme vous a abandonné dans un pays étranger et a pris votre camping-car, a-t-elle répété en tapant sur son ordinateur. Et vous n'avez accès à aucun de vos comptes, ni autre pièce d'identité que votre passeport? C'est exact, ai-je répondu, l'humiliation me brûlant les joues. Je dois rentrer chez moi dès que possible. Elle a hoché la tête et a commencé à passer des appels, parlant en espagnol rapide aux autorités locales, puis en anglais à ce que j'ai supposé être ses supérieurs. Après ce qui m'a semblé une éternité, elle s'est tournée vers moi, nous pouvons émettre un prêt d'urgence pour votre vol de retour, mais vous devrez le rembourser une fois aux États-Unis. Nous avons également déposé un rapport auprès de la police locale. Elle a fait glisser un formulaire sur le bureau, remplissez ceci, et nous entamerons la procédure. En complétant le document, une sensation de clarté a commencé à remplacer le choc. Il ne s'agissait plus seulement de rentrer chez moi, c'était ce qui se passerait à mon arrivée qui importait. Mes mains tremblaient légèrement en signant, mais pas de peur, par résolution. Avec l'aide du consulat, j'ai obtenu un vol pour le lendemain matin. Ils m'ont fourni un bon pour un hôtel modeste près de l'aéroport et une petite indemnité pour manger. Avant de partir, j'ai utilisé leur téléphone pour 2 appels cruciaux, l'un à ma banque pour geler nos comptes joints, et l'autre à mon ancien colocataire d'université, Marc, un avocat spécialisé dans les divorces. Marc, j'ai besoin de ton aide, ai-je expliqué après avoir résumé la situation. Je dois connaître mes options avant qu'elle ne rentre. Bon sang, a-t-il soufflé. Elle ne peut pas faire ça. C'est de l'abandon, de la mise en danger, c'est criminel. Documente tout. Prends des photos du mot si tu l'as encore. On va monter un dossier. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel stérile, je suis resté éveillé à fixer le ventilateur au plafond tournant paresseusement au-dessus de moi. 15 ans de mariage, et je ne l'ai jamais vraiment connue. La femme qui se tenait à mes côtés à l'hôtel, celle qui m'avait soigné pendant ma pneumonie il y a 3 ans, celle qui avait pleuré dans mes bras quand son père est décédé, cette femme avait calculé le moment précis pour me laisser en plan dans un pays étranger. Le matin est arrivé avec un étrange sentiment d'objectif. À l'aéroport, je regardais les familles et les couples traverser la sécurité, leurs problèmes ordinaires si éloignés des miens. Le téléphone bon marché a vibré dans ma poche, un texto de Marc confirmant qu'il m'attendrait à l'aéroport à mon atterrissage. Alors que l'avion décollait, j'ai pressé mon front contre la vitre, regardant l'Amérique du Sud rétrécir sous moi. J'ai pensé à elle, quelque part là en bas dans notre camping-car, croyant peut-être m'avoir laissé impuissant, pensant que je lutterais pendant des jours ou des semaines pour rentrer. Elle ne réalisait pas qu'en m'abandonnant, elle m'avait libéré de tout doute ou culpabilité sur ce qui devait suivre. L'ancien moi aurait été dévasté, brisé par cette trahison, mais quelque chose avait basculé. Au moment de lire ce mot moqueur, une partie de moi, plus dure et résolue, s'était éveillée. Quand cet avion atterrirait, je ne serais plus l'homme qu'elle avait abandonné, je serais l'architecte de conséquences qu'elle n'avait jamais vu venir. L'avion a atterri avec une secousse qui correspondait à la détermination se durcissant dans ma poitrine. Comme promis, Marc m'attendait à l'arrivée, son visage familier était un soulagement après l'épreuve des dernières 48 heures.
Tu as une tête d'enterrement, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Je me sens comme tel, ai-je répondu en le suivant jusqu'à sa voiture. Mais je suis prêt à agir. Pendant le trajet vers le bureau de Marc, j'ai tout détaillé, la tension croissante durant le voyage, les disputes mesquines qui avaient dégénéré, et enfin, cet abandon cruel. Marc écoutait attentivement, posant des questions de clarification alors que son esprit juridique assemblait les pièces. D'abord, on documente tout et on sécurise tes actifs, a-t-il expliqué en arrivant à son cabinet. Ensuite, on se prépare à son retour. Le fait qu'elle t'ait laissé dans un pays étranger sans moyen de communication, ce n'est pas juste un mauvais coup marital, c'est potentiellement criminel. Dans son bureau, l'assistant juridique de Marc a pris en photo le mot toujours froissé dans ma poche. J'ai fourni les dates, les lieux et un compte rendu détaillé de tout ce qui s'était passé. À chaque détail partagé, le chemin à suivre devenait plus clair. Je veux que la maison soit vendue avant qu'elle ne revienne, ai-je affirmé fermement. Je veux qu'elle rentre et ne trouve rien. Marc a haussé un sourcil, c'est agressif, mais compte tenu des circonstances, ce n'est pas impossible. Vous êtes tous les deux sur l'acte de propriété, mais avec la preuve de l'abandon et le bon juge, on peut demander une audience d'urgence. Pendant la semaine suivante, j'ai séjourné dans la maison d'amis de Marc, travaillant sans relâche pour reconstruire ce qu'elle avait essayé de détruire. J'ai acheté un nouveau téléphone, contacté notre banque pour geler les comptes et sécuriser mes fonds personnels, et déposer les papiers nécessaires. Nous avons accéléré la vente de notre maison à un acheteur comptant, avec une légère ristourne pour une clôture immédiate. Les meubles sont partis au garde-meubles, seulement ceux qui étaient indiscutablement à moi. Pendant ce temps, elle n'avait tenté de contacter personne, aucun appel à ses amis, sa sœur ou nos voisins. C'était comme si elle s'était évanouie dans le paysage sud-américain, mais je savais qu'elle était là-bas, naviguant sur des routes inconnues dans notre camping-car de location, regrettant peut-être déjà sa cruauté impulsive mais trop fière pour l'admettre. Ta femme va avoir une sacrée surprise, a commenté Marc alors que nous signions les papiers de la vente. Tu es sûr de toi? J'ai hoché la tête, me rappelant ces mots moqueurs, elle a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. La maison vendue et les fonds sécurisés à mon nom basés sur la plainte d'abandon, j'ai loué un petit appartement à l'autre bout de la ville et j'ai commencé ma nouvelle vie, une vie dans laquelle elle n'avait aucune place. J'ai changé mes adresses e-mail, mon numéro de téléphone et mes réseaux sociaux. J'ai informé nos proches de ce qui s'était passé, leur montrant le mot quand ils exprimaient leur incrédulité. Leur réaction allait du choc à l'indignation pour moi. Sa propre sœur m'a appelé en larmes, je n'avais aucune idée qu'elle pouvait faire une chose pareille, a-t-elle sangloté. Je suis vraiment désolé. Alors que les jours devenaient des semaines sans nouvelles, je m'interrogeais parfois sur sa situation. La société de location avait signalé le véhicule comme disparu, la date de retour étant largement dépassée. Les autorités locales avaient été prévenues. Était-elle toujours au volant? L'avait-elle abandonné quelque part? Était-elle en difficulté? Lors des nuits particulièrement sombres, je me surprenais à m'inquiéter pour sa sécurité, avant de me rappeler à quel point elle s'était peu souciée de la mienne quand elle m'avait laissé en plan. Un mois après mon retour, alors que je m'installais dans mon appartement, mon nouveau téléphone a sonné avec un numéro international inconnu. Allô, ai-je répondu prudemment. Il y a eu une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis un mois tendue, désespérée, et indéniablement la sienne. Je rentre, a-t-elle dit, la voix tremblante. Les choses ont mal tourné. Le camping-car est tombé en panne dans les montagnes. Je suis coincé dans cette ville horrible depuis des semaines à essayer de régler ça. Je veux juste rentrer à la maison. Je n'ai rien dit, laissant le silence s'étirer entre nous. Tu m'entends, a-t-elle demandé, la voix montant dans les aigus. J'ai dit que je rentrais. Je serai à l'aéroport demain soir. Tu peux venir me chercher? L'audace était à couper le souffle. Après m'avoir abandonné, elle s'attendait à ce que je sois là pour son retour, prêt à reprendre notre vie là où elle s'était arrêtée. Je t'entends, ai-je fini par répondre, d'une voix stable. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir avant de monter dans cet avion. Quoi, a-t-elle demandé, une note d'appréhension s'immisçant dans sa voix. Il n'y a plus de maison où rentrer, ai-je dit simplement. Appelle un Uber si tu peux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, un sentiment de paix étrange m'envahissant. Demain, elle découvrirait à quel point le monde qu'elle connaissait avait disparu, et je regarderais cela de loin, prêt pour l'acte final du drame qu'elle avait commencé.
Je ne suis pas allé la chercher à l'aéroport. À la place, j'ai engagé un détective privé pour documenter son arrivée et une précaution nécessaire que Marc m'avait conseillée pour soutenir notre dossier. Les photos sont arrivées dans ma boîte mail le lendemain matin, son visage épuisé en sortant de la douane, la confusion lorsqu'elle a cherché un trajet qui n'arrivait pas, et enfin, sa posture défaite lorsqu'elle est montée dans un taxi. Ce que le détective n'a pas pu photographier, c'est son arrivée devant notre ancienne maison. J'imaginais son visage quand le taxi s'est arrêté devant cet aménagement paysager inconnu, la nouvelle boîte aux lettres, la voiture étrangère dans l'allée. J'imaginais sa confusion se transformant en incrédulité lorsqu'une femme a ouvert la porte à la nouvelle propriétaire, une mère célibataire qui avait acheté notre maison au comptant, ravie de l'opportunité en dessous du prix du marché. Je n'ai pas eu besoin d'imaginer la suite. Mon téléphone a explosé de notifications, d'appels, de textos et de messages vocaux, tous plus frénétiques les uns que les autres. Qu'est-ce que t'as fait? Où est notre maison? Où est-ce que tu loges? Réponds-moi. Je les ai laissés s'accumuler sans répondre. Marc m'avait conseillé le silence radio jusqu'à la date d'audience, qui avait été accélérée. Tout était documenté et prêt pour l'audience prévue la semaine suivante. Elle a trouvé mon nouveau numéro en contactant mon travail. Mon assistant, qui avait été briefé sur la situation, a transféré l'appel malgré mes instructions. Tu as vendu notre maison, sa voix tremblait de rage quand j'ai fini par répondre. Tu n'avais pas le droit. J'en avais tout le droit juridique, ai-je répondu calmement. L'abandon dans un pays étranger constitue des circonstances extraordinaires. Le juge a été d'accord. Je ne t'ai pas abandonné, a-t-elle crié. J'avais juste besoin d'espace. C'était une blague qui est allée trop loin. Une blague, ai-je répété, perdant mon calme pour la première fois. Tu m'as laissé sans téléphone, sans transport, dans un pays où je ne parlais pas la langue. Tu as pris notre véhicule de location au-delà des frontières sans autorisation. Tu as violé notre contrat de location. Tu as vidé notre compte de voyage. Quelle partie était exactement une blague? Sa respiration était lourde à l'autre bout du fil, où suis-je censé loger? Mes cartes bancaires ne fonctionnent plus. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Tu as une audience mardi prochain à 9h. Je te suggère de trouver un avocat. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Grâce à des amis communs, j'ai appris qu'elle logeait chez sa sœur, qui l'avait accueillie à contre-cœur, malgré sa désapprobation. Selon ses rapports, elle se faisait passer pour la victime, prétendant que j'avais été contrôlant pendant le voyage, qu'elle avait eu besoin de s'échapper, que mes représailles étaient disproportionnées et vindicatives. Certains l'ont cru, les gens préfèrent souvent un récit dramatique à une vérité simple. Mais ceux qui nous étaient les plus proches, qui avaient vu notre relation de près pendant des années, savaient la vérité. Ils avaient déjà été témoins de sa cruauté impulsive, bien que jamais à cette échelle. Le week-end avant l'audience, je me tenais dans mon nouvel appartement, observant les meubles clairsemés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi une page blanche, non contaminée par sa présence ou notre histoire commune. Les murs étaient vides, à l'exception d'un seul cadre contenant son mot « Appelez un Uber si vous pouvez ». Un rappel de la rapidité avec laquelle tout peut changer et de la nécessité que cela peut parfois impliquer. Le mardi matin est arrivé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis habillé d'un costume sobre, j'ai préparé ma documentation et j'ai rejoint Marc au tribunal 30 minutes en avance. Nous avons passé en revue notre stratégie une dernière fois avant d'entrer dans la salle. Elle est arrivée avec un avocat que je ne connaissais pas, plus jeune, moins expérimenté que Marc, mais affichant une certaine confiance. Elle avait fait un effort sur son apparence, portant une robe modeste et un maquillage minimal, les cheveux tirés en arrière et l'épouse vulnérable et repentante. J'ai failli rire devant cette performance. Alors que le juge entrait et que la procédure commençait, j'ai gardé une expression neutre. Il ne s'agissait plus de satisfaction émotionnelle, il s'agissait de résolution juridique. Son avocat l'a présentée comme une épouse ayant fait une erreur regrettable pendant des vacances stressantes, un moment de perte de jugement qu'elle regrettait profondément, pas l'acte de cruauté calculé qu'il était réellement. Quand mon tour est venu, Marc a méthodiquement présenté nos preuves, le mot de sa main, les déclarations des responsables du consulat, la documentation du prêt d'urgence, les relevés du compte vidé et les rapports de la société de location confirmant le passage de frontières non autorisées et les dommages importants sur le véhicule. Tout au long de la présentation, j'ai regardé son expression passer de la contrition à l'alarme alors qu'elle réalisait la minutie de notre dossier.
ce n'était pas une dispute de parole contre parole, c'était un compte rendu documenté d'abandon, de malversation financière et de dommages matériels. Le juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, a écouté attentivement avant de rendre son verdict. Les résultats ont dépassé même les prédictions optimistes de Marc. La vente de la maison a été jugée légale et contraignante, la division des actifs proposée a été acceptée avec des ajustements mineurs, et surtout, elle a été tenue financièrement responsable du camping-car endommagé et de tous les frais associés, une somme avoisinant les 50,000 $. Alors que le marteau tombait, finalisant notre divorce et les termes de notre séparation, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune vindicte, seulement le soulagement que ce soit enfin terminé. J'ai rassemblé mes documents et me suis levé pour partir sans regarder dans sa direction. À l'extérieur, Marc m'a tapé sur l'épaule. Félicitations. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. Il ne s'agit pas de gagner, ai-je répondu. Il s'agit de conséquences. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, je l'ai entendu m'appeler, ses talons claquant rapidement sur le sol en marbre tandis qu'elle se dépêchait de nous rattraper. Marc m'a lancé un regard de mise en garde, mais j'ai hoché la tête pour dire que tout allait bien. Que veux-tu, ai-je demandé lorsqu'elle s'est approchée, son avocat sur ses talons. Elle se tenait devant moi, le mascara coulant sur ses joues, ne ressemblant en rien à la femme confiante qui était partie avec notre camping-car quelques semaines plus tôt. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça, a-t-elle murmuré. Je voulais juste te donner une leçon. J'ai étudié son visage, autrefois si familier, appartenant désormais à une étrangère. Leçon retenue, ai-je répondu doucement, en me détournant pour la dernière fois. 6 mois ont passé comme une lente expiration. Le printemps a laissé place à l'été, et je me suis installé dans le rythme de ma nouvelle ville, une vie définie par mes choix plutôt que par nos compromis partagés. L'appartement est progressivement devenu un foyer, peu meublé mais paisible. J'ai adopté un chien secouru, un berger allemand à 3 pattes avec des problèmes de confiance qui reflétaient les miens. Nous guérissions ensemble, un jour à la fois. Les nouvelles à son sujet me parvenaient à travers des mises à jour fragmentées. Après le jugement, elle avait déménagé dans la chambre d'amis de sa sœur, puis dans une petite location à l'autre bout de la ville. La société de location avait poursuivi ses actions en justice pour les dommages, entraînant des pénalités financières importantes qui avaient épuisé le peu qu'elle avait reçu du divorce. Sa réputation, autrefois soigneusement entretenue, s'était effondrée sous le poids de la vérité. Je ne l'avais pas revue depuis le tribunal, mais sa présence persistait lors de moments inattendus, quand une chanson que nous aimions passait à la radio, ou quand la mémoire musculaire me guidait vers son côté du lit au milieu de la nuit. Ces moments se faisaient plus rares, remplacés par de nouvelles habitudes. Mon téléphone a sonné un mardi après-midi pluvieux alors que je quittais le bureau. Un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, ma voix a résonné dans le parking. C'est moi. Sa voix était différente, atténuée, dénuée des bords tranchants auxquels je m'étais habitué. Je sais que tu ne veux probablement pas m'entendre, mais j'avais besoin d'appeler. Je n'ai rien dit, attendant la demande qui suivrait inévitablement, de l'argent, du pardon, une faveur conçue pour soulager sa conscience plutôt que de réparer ce qu'elle avait fait. Je m'en vais, a-t-elle continué quand je n'ai pas répondu. Je prends un poste sur la côte ouest. Un nouveau départ. Tant mieux pour toi, ai-je répondu en déverrouillant ma voiture. Je te souhaite bonne chance. C'est tout ? Une pointe de l'ancienne indignation est revenue dans son ton. Après 15 ans ensemble, c'est tout ce que tu as à dire ? J'ai marqué une pause, la main suspendue au-dessus du contact. Qu'est-ce que tu veux de moi exactement ? Une absolution ? Une fermeture ? Nous avons une autre jour au tribunal. Je veux que tu comprennes, a-t-elle dit, la voix se brisant légèrement. Ce que j'ai fait est inexcusable. Je le sais maintenant. Mais tu dois croire que je n'ai jamais pensé que cela finirait comme ça. Je voulais juste secouer les choses, te faire voir comment tu m'avais prise pour acquise pendant le voyage. Je pensais que tu trouverais ton chemin de retour en un jour ou deux et que nous aurions cette grande réconciliation émotionnelle. La pluie s'est intensifiée, tambourinant sur le toit de ma voiture, remplissant le silence entre nous. Tu m'as laissé dans un pays étranger sans téléphone ni transport, ai-je fini par dire, la voix soigneusement contrôlée. Tu as vidé notre compte de voyage. Tu as franchi des frontières internationales avec un véhicule de location. Aucune de ces actions ne suggère que tu attendais une réunion rapide. Je ne pensais pas clairement, a-t-elle admis.
Le voyage était censé sauver notre mariage, mais il soulignait juste tout ce qui n'allait pas. Quand tu es sorti du camping-car ce jour-là, quelque chose a craqué. J'ai vu une opportunité de prendre le contrôle, d'arrêter de me sentir comme une passagère dans ma propre vie. C'était impulsif et cruel, et je le paie chaque jour depuis. J'ai fermé les yeux, me remémorant la chaleur écrasante de ce parking, l'incrédulité en lisant son mot. J'espère que ton nouveau travail se passera bien, ai-je dit platement. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. C'est vraiment tout? Elle semblait sincèrement surprise. Tu en as vraiment fini avec moi? 15 ans effacés comme ça? Pas effacés, les jeux corrigés. Terminé. Notre histoire a une fin maintenant, peut-être pas celle qu'on imaginait au début, mais une conclusion définitive, malgré tout. Je t'aime toujours, a-t-elle chuchoté, une tentative finale de briser les murs que j'avais construits. Malgré tout, je n'ai jamais arrêté. La déclaration est restée suspendue entre nous, autrefois assez puissante pour altérer mon univers, maintenant juste des mots sans substance. L'amour, ce n'est pas l'abandon, ai-je répondu simplement. L'amour, ce n'est pas de la cruauté déguisée en leçon. Ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas de l'amour. C'est peut-être de l'attachement, ou du regret, ou la peur de recommencer à zéro, mais ce n'est pas de l'amour. Elle a commencé à pleurer alors, des sons doux et brisés qui, autrefois, m'auraient dévasté. Maintenant, il sonnait comme une confirmation que cette conversation, comme notre mariage, avait atteint sa conclusion naturelle. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je dit, en le pensant vraiment. Adieu. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle puisse répondre, j'ai démarré ma voiture et j'ai roulé sous la pluie. Mon chien m'a accueilli à la porte, ses 3 pattes travaillant dur dans son excitation. Je me suis accroupi pour le gratter derrière les oreilles, reconnaissant pour son affection simple. Cette nuit-là, j'ai retiré le cadre du mur au son mot moqueur et je l'ai placé dans une boîte avec d'autres vestiges de notre passé commun. Non pas affiché comme un rappel de trahison, non pas détruit dans la colère, mais simplement stocké comme un artefact d'un chapitre qui était enfin, complètement clos. Plus tard, en promenant mon chien sous un ciel qui s'éclaircissait, j'ai réalisé que la lourdeur que j'avais portée pendant des mois s'était dissipée. Elle partait, emportant avec elle les derniers fils qui nous avaient liés. La ville semblait soudain plus grande, pleine de possibilités que je ne m'étais pas autorisé à considérer tant que je définissais ma vie en contraste avec la sienne. Pour la première fois depuis la lecture de ce mot sur ce parking, je me sentais vraiment, totalement libre, non pas à cause de ce que je lui avais fait en retour, mais parce que j'avais enfin arrêté de permettre à ses actions de définir mon présent. La vengeance avait été nécessaire, peut-être, mais elle n'était pas le chemin à suivre. Le chemin à suivre m'appartenait entièrement. 2 ans jour pour jour après avoir été abandonné, je me suis retrouvé dans un terminal d'aéroport, passeport en main. Mon chien était gardé par une voisine, une femme que je fréquentais depuis quelques mois, rien de sérieux, juste une compagnie agréable alors que nous naviguions tous deux après nos divorces. Ce voyage n'avait rien de nostalgique. Il s'agissait de récupérer quelque chose qu'on m'avait volé, la joie de l'exploration, le frisson de l'inconnu. L'Amérique du Sud avait été réduite à un souvenir traumatique, et je refusais de la laisser rester ainsi. Le vol fut calme. Mon espagnol, considérablement amélioré, avait permis de tout planifier méticuleusement, pas l'aventure spontanée que nous avions tentée, mais un voyage réfléchi à travers le Pérou, le Chili et l'Argentine. Le voyage en solo me convenait. J'ai découvert la liberté de changer de plan, de m'attarder là où quelque chose piquait ma curiosité. Le 3e jour, en randonnant sur un sentier surplombant le Machu Picchu, j'ai croisé un couple américain en difficulté avec sa carte. « Excusez-moi », ai-je proposé, en m'approchant avec précaution. « Je parle un peu espagnol si vous avez besoin d'aide. » Le soulagement a balayé leur visage. « Oh, Dieu merci », a soupiré la femme. Nous sommes perdus depuis 1 heure et personne ne semble comprendre ce qu'on demande. J'ai jeté un coup d'œil à leur carte, reconnaissant immédiatement la confusion. « Vous la regardez à l'envers », ai-je expliqué doucement, « et vous êtes ici, pas là. » « Merci infiniment », a dit l'homme en me serrant la main. Nous sommes en lune de miel, et c'est déjà toute une aventure. Lune de miel. Le mot a provoqué une brève piqûre, non pas de regret, mais de reconnaissance. Comme les gens peuvent être différents, comme ils réagissent différemment aux mêmes circonstances. Cet homme soutenant patiemment sa femme n'avait rien à voir avec moi, et sa femme acceptant de l'aide avec gratitude n'avait rien à voir avec mon ex.
d'autres conseils pour des novices, a demandé la femme. Je me suis surpris à partager des astuces locales, des recommandations de restaurants, des avertissements sur les pièges à touristes. Leur appréciation authentique était rafraîchissante, exempte d'agenda caché. Nous nous sommes séparés avec des poignées de main chaleureuses. En poursuivant ma randonnée, j'ai réfléchi à cette brève rencontre. Il y a 2 ans, j'aurais vu ce couple à travers le prisme déformé de mon mariage raté, projetant des problèmes futurs. Aujourd'hui, je pouvais simplement voir 2 personnes vivant une nouvelle expérience ensemble, avec tout le frottement et l'harmonie que cela implique. Plus tard ce soir-là, en profitant d'un repas avec vue sur les lumières de la ville, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé un email qui m'a coupé le souffle, son nom dans ma boîte de réception, un objet lisant simplement « Trouvez ceci ». Contre toute attente, je l'ai ouvert. Le message ne contenait aucun texte, juste une pièce jointe, une photo prise au début de notre voyage, avant que les tensions n'augmentent. Nous sourions devant une chaîne de montagnes, ressemblant à un couple heureux entamant une aventure ensemble. J'ai fixé l'image, attendant la vague habituelle de colère ou de regret. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti un curieux détachement, comme en regardant des inconnus. Ces personnes, avec leurs rêves partagés, n'existaient plus. Leur avenir avait divergé sur un parking poussiéreux il y a 2 ans. J'ai fermé l'email sans répondre et j'ai reporté mon attention sur le présent et les saveurs de la cuisine péruvienne, le brouhaha des voyageurs, la musique lointaine d'un guitariste de rue. Ce moment, contrairement à celui figé sur la photo, était entièrement le mien. Le reste de mon voyage s'est déroulé comme un cadeau que je m'autorisais enfin à ouvrir. J'ai emprunté les mêmes routes, mais l'expérience était tout autre, colorée par mes propres perceptions. J'ai même visité la ville où elle m'avait abandonné et devenu juste un lieu avec son propre charme, plutôt que le décor de ma tragédie personnelle. Lors de ma dernière nuit à l'étranger, je me suis assis sur un balcon d'hôtel surplombant le même océan que nous avions admiré. Mon téléphone a vibré avec un message de ma voisine, une photo de mon chien vautré confortablement sur son canapé, légendé, « Tu nous manques, mais tout va bien ». La simplicité domestique de cette image m'a rempli d'une chaleur qui a éclipsé les derniers points froids de mon passé. J'avais construit quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit, pas parfait, pas complet, mais authentiquement à moi. Alors que mon vol de retour approchait, j'ai rédigé un dernier message sur mon téléphone, non pas à mon ex-femme, notre histoire était finie, mais à moi-même, un rappel du voyage accompli. Il y a 2 ans, j'ai été abandonné dans un pays étranger avec rien d'autre que mon passeport. Aujourd'hui, je repars selon mes propres termes, ayant récupéré non seulement cet endroit, mais moi-même. Le mot disait, appelez un Uber si vous pouvez. J'ai fait bien plus que ça, j'ai reconstruit une vie. Je n'ai jamais envoyé le message. Comme tant de choses apprises, certaines victoires sont plus significatives lorsqu'elles sont gardées privées. L'avion a décollé, me ramenant chez moi vers mon chien à 3 pattes, ma relation en évolution, ma paix construite. En dessous, l'Amérique du Sud s'éloignait, non plus le site de ma plus grande trahison, mais simplement un autre endroit visité, une autre expérience qui m'avait façonné mais pas défini. En fin de compte, la plus grande vengeance n'était pas la victoire juridique ou les conséquences financières, c'était ceci, alors qu'elle avait dû fuir à travers le pays pour échapper à son passé, j'avais trouvé la force de revisiter le mien et d'en sortir indemne. Elle avait voulu me briser, mais, en essayant, elle avait seulement réussi à me libérer. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que vous apprécierez certainement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.